Le cycle des bois et des champs, puis sous-titré Liminaire. Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux, et j'ai le mal du pays neuf que je tiens d'eux, quand viennent les jours gris que septembre ramène. Tout le passé brutal de ces coureurs des bois, chasseurs, trappeurs, scieurs de long, flotteurs de cages, marchands aventuriers ou travailleurs à gages, m'ordonne d'émigrer par en haut pour 5 mois. Et je rêve d'aller comme allaient les ancêtres. J'entends pleurer en moi les grands espaces blancs qu'ils parcouraient, nimbés de souffles d'ouragan, et j'abhorre comme eux la contrainte des maîtres. Quand s'abattait sur eux l'orage des fléaux, ils maudissaient le Val, ils maudissaient la plaine, ils maudissaient les loups qui les privaient de laine, leur malédiction engourdissait leurs maux. Mais quand le souvenir de l'épouse lointaine secouait brusquement les sites devant eux, du revers de la manche, ils s'essuyaient les yeux et leur bouche chantonnait à la claire fontaine. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Friends of the radio audience, especially those located in the Eastern Township, I shall endeavor as briefly as possible to say a few words to you in regard to the Eastern Townships as a vacation land of surpassing beauty, requiring accommodation in advertising to make it a mecca for tourists from all parts of the country, both summer and winter. Dr. Bowen, c'était un gars originaire de la région. Il a fait ses études de médecine à McGill et, au lieu de pratiquer en ville chez les riches, il est revenu à Magog, pratiquer dans une ville ouvrière, manufacturière, où beaucoup de gens pauvres étaient malades. C'était un homme avec un sens social très développé. Il a été maire de la municipalité de Magog. Il soignait souvent les enfants des familles ouvrières sans demander grande rémunération. Et pour se détendre, il aimait se promener dans la région du Morford. Il ramassait des roches, il observait des fleurs sauvages, des oiseaux. Et il avait été impressionné par des modèles américains de conservation de la nature. Évidemment, on connaît les grands parcs de l'Ouest américain et de l'Ouest canadien, Yellowstone ou Banff. Mais de ce côté-ci du continent, il y avait des exemples américains intéressants, comme le parc Lafayette, connu aujourd'hui sous le nom d'Acadia National Park, dans le Maine, du côté de Bar Harbor, qui était un parc qui, au fond, avait été créé par achat de terres au bord de l'océan Atlantique par des hommes d'affaires de Boston et de New York. Et ils avaient acheté ces terrains-là et puis ils les avaient aménagés avec des chemins, avec des routes. Même aujourd'hui, quand on va à Bar Harbor et qu'on regarde ce parc-là, ce parc est un parc à la fois de nature, mais en même temps, c'est un parc qui permet l'accès à la nature pour les gens de toutes conditions. Alors ça, c'est le modèle du Dr. Bowen. Et Bowen se dit, si on pouvait faire la même chose avec le Mont Offord. Et il commence à parler de son idée dans la ville, dans les chambres de commerce. Il est invité dans des villes voisines, les journaux s'en mêlent, et peu à peu, il y a un mouvement qui se crée pour un parc national au Mont Offord. For many years, it has been felt that some outstanding attraction, such as a national park properly administered, would not only serve as a local attraction, but would act as an advertising medium to those tourists passing through the townships to Montreal and various points north, especially those from the United States, whose main desire seems to be to get through as quickly as possible. Bowen, he was an innovative man with a lot of initiative. His interest was not necessarily in becoming rich, but to helping the people. And Dr. Bowen was one of the great initiators of Mount Orford Park. He put an awful lot of time into
developing the area. I don't know any part of that park that has Bowen's name on it. They have forgot about Bowen. Au début, il s'est tourné vers Ottawa, car le gouvernement provincial ne semblait pas intéressé par la chose. Et c'est d'abord le gouvernement fédéral qui a été sollicité. On approche des années 30, c'est la crise, on dit il n'y a pas d'argent pour le parc. Très bonne idée, mais on verra après la crise économique. Dr Bowen ne s'est pas tenu pour battu. Et il a dit, puisque la compagnie de sciage américaine qui possède les terres du Morford a décidé qu'elle arrêtait ses opérations, il faut racheter les terrains. Racheter, oui, mais avec quel argent? La compagnie américaine n'allait pas les donner, elle voulait de l'argent. Et Bowen, à ce moment-là, a lancé comme tout un mouvement auprès d'individus qui ont voulu donner des terres, acheter des terres pour les donner à l'État. At the last session, a bill was introduced at Quebec by the Honorable Onésime Gagnon, Minister of Mines and Fisheries, to incorporate the park. Mr. Giroux, MLA for Brome County, sponsored the bill in the upper house and has done much to forward the project. À certains moments, le mouvement s'est transporté vers les municipalités. Pour des technicalités, il est apparu que c'était plus facile pour les municipalités de donner de l'argent que pour des dizaines et des centaines d'individus. Dans cette tâche-là, le Dr Bowen a été aidé par un Canadien français qui était Giroux, député de Brome et qui était un ami de Duplessis. Et cet enchaînement de liens a fait en sorte que pression populaire, argent donné par les municipalités et puis, disons, de bons contacts politiques, Duplessis a dit, écoutez, si vous ramassez de l'argent pour acheter des terres, le gouvernement va en ajouter et on pourra ainsi créer un parc. Et c'est ce qui a été fait. En 1937-38, par différentes lois, le parc national du Morford est créé. A sum of approximately $25,000 has been subscribed. Practically, this whole amount was given with labor employment conditions included. There are also about 40 municipalities who have not subscribed. The government has done considerable preliminary work. Armand C. Kripo, civil engineer of Sherbrooke, made a survey and advised that a road be built up the mountain, starting from the Montreal-Sherbrooke Highway about 1,800 feet east of the railway crossing at Orford Lake, and continuing a distance of 2¼ miles to within 500 feet of the summit. The cost of this road was estimated to be $40,000 per mile. Qu'allait-on faire de ce parc? Eh bien, c'est ça qui va peut-être surprendre les auditeurs d'aujourd'hui. C'est qu'on ne voulait pas en faire un parc de protection totale de la nature. On voulait en faire un parc de récréation. Un parc qui permette aux gens des environs, des villes manufacturières de l'Estrie et même de Montréal, même des États-Unis, de profiter de ce paysage splendide. Et ce que le Dr Bowen avait imaginé, c'est une route panoramique qui serait partie du pied de la montagne et qui serait montée, les automobiles seraient montées comme en Washington jusqu'en haut. Ça coûtait très cher, la crise ne s'y prêtait pas, on a eu des objectifs plus modestes. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que le Dr Bowen s'est tourné rapidement vers les associations de bénévoles, vers les associations sportives qui voulaient créer un golf, qui voulaient créer des pistes de ski de fond. Et à ce moment-là, le Mont Orford commençait à offrir un territoire pour la récréation. Parc de conservation, oui, mais parc de récréation surtout. Et dans les années 39, 40, 41, ce furent les premiers étés où on a construit les routes d'accès, où on a construit le chalet de golf, où on a construit aussi un camp pour les enfants pauvres et malades de la ville ouvrière de Magog. On voit que ce sont des initiatives très modestes. Même le ski n'a pas commencé par du ski alpin, ça a commencé par du ski de fond, par de petites remontées mécaniques qui se faisaient plus sur le mont Giroux, la montagne qu'on voit à gauche du sommet principal, et qui ont permis le développement d'activités de récréation, mais modestes, qui ne dérangeraient pas l'intégrité du parc. Donc le Dr Bowen a été vraiment un inspirateur.
Il a réussi, grâce à l'appui de la population, francophone comme anglophone, l'appui financier des gens, de propriétaires et de municipalités, à faire racheter les terres des compagnies forestières et à créer ce joyau qu'est le parc national du Montfort. Mr. Frederick G. Todd, landscape architect of Montreal, also received instructions to examine Mount Orford with the special objective of developing it as a public park. Mr. Todd says, with its geographical location and the superbly rugged beauty of its crags, forests, and lakes, Mount Orford and its surroundings of about 25 miles may easily become one of the most magnificent parks of the East. To preserve these natural beauties for future generations and to make them easy access for the motorist and pedestrian should be the principal object in any plan of development. Mais quand on consulte les documents des bureaux d'enregistrement, on se rend compte qu'il y a eu au fond deux types de transactions. Il y a des transactions privées. Il y a effectivement au début des gens qui avaient certaines terres et qui les ont données au gouvernement. Mais le gros acheteur, c'était la compagnie Prouty de Newport, et elle voulait un bon montant d'argent. Alors on ne pouvait pas demander à un individu de commencer à négocier avec la compagnie forestière. Et l'idée, c'est l'idée de Giroux, c'est que les municipalités rassemblent par des taxes ou par des dons de l'argent. Cet argent sera donné au gouvernement, le gouvernement va l'accroître et toute l'opération se fera en une fois. On achètera à ce moment-là les terres à la compagnie forestière. Donc il y a eu les deux types d'apports, des apports individuels mais surtout des apports collectifs. In conclusion, I wish to thank on behalf of the Associated Boards of Trade all those who have helped in any way to make this project a success. Not the least of these are owners of the site, many of whom have renewed options 2 to 3 times, but who have almost without exception done so at a fair price, and I do not expect expropriation will have to be resorted to in any case. I also wish to express my appreciation to CHLT, the station over which I am speaking, for the opportunity to say a few words to the people of the Eastern Townships. Years ago, I used to come up here. I'm looking at the trees now compared to when I used to come here with my dad. And we used to come with the horses, like 4 horses, 2 on a roller. We used to ride on the back of the roller, which would be about 60 years old. And I'm looking at the trees here, back 60 years. And it's hard to believe, you know, there were no trees here. No trees at all here. And there was a field at one time, and then there were cows that would be in here. And this also was a farm. And there used to be a house in the barn on top of the hill there. And there were people, I remember the names, Nilsson. And there again, no trees, farmland. And now the only trees I remember distinctively when we were here rolling were these here, which are perhaps over 100 and some odd years old. So in diameter, we're perhaps looking at 5, 6, 8 inches. But those trees were actually there when I was young, and it's just incredible. And now, of course, it's parked, and this has always been called the concession, the chemin concession, that goes
through to what we call Lake Fraser, Fraser Lake, which was also included in the expropriation of all this land of approximately 3,000 acres in our when we were working with the expropriation for 5 years, being expropriated, which was representing about 30 landowners, and it's just incredible, you know, to have lost this land in the expropriation overnight. It took a lot of adjustment, but we had to accept it. The main reason for the expropriation, when we were asking, of course, which we disagreed with it completely at first, but we had no choice after going through an expropriation firm and lawyers that we had to accept, and all we could do was fight for more compensation. So that's what we did, but the main reason was to protect the land for the future. But they had no plans for anything in the future right away. And it took years and years before the park get into doing the ski de fond and walking paths and etc. People that were involved, they were not in the group that I dealt with, were the 3,000 acres beyond Cherbourg. They were on their own, and Parkside was on their own. And we dealt with the ones in this sector here, which was, you know, Whittier's, McKelvey's, Balzo's, Catchpot, La Liberté, and I forget the other name. There was 2, 3 others on down through. But this area it went sort of in phases. This area was taken first, and then the area, Fraser Lake was taken, Opeangle Club was taken later. The dates I don't have in mind, but I would say maybe 5, 6, 7 years later. Parkside went sort of on their own. They had their own system, their own lawyers in their association. So they didn't stay with our organization. They went on their own. And I think if you check, Parkside came out fairly well per acreage compared to us. My brother used to own, I think, around 115, 25 acres there. He built a beautiful sugar camp, and he used to cut his own wood there. He never sold any wood. He used to cut his own wood for himself, and he used to make his own sugar. And they had skidoos, and groups would get together and go there and have coffee and tea and donuts, and they just had a good time. And bingo, overnight, expropriation. And my brother Gordon, he just really put him, you know, down. You know, he actually was so disturbed that we had problems with him, and he was a very strong man like myself, and he just couldn't accept that. So he sold his land, which he owned in Magog, and actually it was the mayor, Johnny Zion, that bought it. And he went into Perth, Ontario, bought a big farm in Perth, Ontario. He adjusted, but never to 100%. Fell sick in about 1 year after and died. So we always felt that the shock of all this, just, you know, just couldn't take it. And so that's about the end of the story. Yes, I'm just amazed being up here today after 45 years, not being in this area. I've been, you know, in my own sector on the other side, which we'll see later. But just amazes me to see this original rock that's been here back at that time and how many years before. And we look over there and we see that one that has been moved. That one perhaps was closer here and they moved it out for the road.
and it's just fantastic. So our choice was to go in the woods because we love the nature. And we came in this part of the woods, which was directly north from here, which was my dad's lot over here. And we cut 400 cord of wood with a cross-cut saw. We broke one saw, which my dad wasn't pleased about. And we cut that wood in what we call sled length. It was not cut in blockwood. And my father used to come in the winter from the farm with the horses and take 2 load out to the Aldridge farm, not where we were down before at the concession. And we hauled that out during the winter, piled it up beside the road, cut it up in the spring with a circular saw and the motor and the belt. And I think my brother and I made $100 that winter. Plus we were fed by him. And we stayed right here in a log cabin. My father had a log cabin there, and we lived in that, my brother and I, all winter and cut wood. So next spring, I think I was ready for a job of something else. This was an area we hunted also. And we were about 5 hunters, and we all knew this land like, you know, every inch of the land. We knew where the deer crossed, and we never went without deer meat because, you know, we only worked, you know, shot the deer within the law, the bucks at that time. And it was nothing for us to have 1-2 deer every weekend here because we knew the woods, we could outsmart the deer. And I gotta say that I've had a lot of trouble hunting with a lot of guys because I'm still a hunter. I have to say I'm a native hunter. I go in the woods, and if I do not outsmart my animal, I'm happy that it's free. And I think that's the way it should, and I've hunted now. Well, I've had licenses for 50 years, so, you know, and coming back to the land here, I've shot many partridge here with this gun. La chasse. C'est l'heure où le chevreuil vient boire à la rivière. Le couchant, au milieu de l'horizon transi, fleuve d'or et de sang que la nuit rétrécit, dévale de l'Orford vers l'abîme polaire. Le chasseur, à l'affût au bord d'une clairière, aplati dans le foin bleu que l'été roussit, l'œil seul mobile, ayant épaulé son fusil, vise un vieux mâle qui galope à la lisière. Soudain, un coup de feu corrompt l'air forestier. L'animal détendu croule dans le sentier, vibrant, le cœur brûlé dans le soir qui l'embaume. Et là-bas, aux confins des lointains éclatants, entre le ciel de pourpre et la terre de chaume, les bois sont mouchetés de roux comme au printemps. La région de Magog, du lac Memphremagog, c'est une des régions les plus poissonneuses qui existaient lorsque les premiers Blancs ont commencé à s'installer à la fin du 18e siècle. Alors nous savons par toutes sortes de témoignages que les saumons remontaient les rivières, les esturgeons, et il y avait dans le lac Memphremagog une sorte de truite saumonée très grande, très lourde parfois, on faisait des prises jusqu'à 80 livres, qui attiraient les pêcheurs sportifs, la longe ou la longue. Malheureusement, c'est un trait nord-américain, les ressources, croit-on, sont inépuisables, le braconnage s'est mis de la partie, et en quelques années, toutes ces ressources de poissons ont été largement entamées. Des esprits ont commencé à s'émouvoir. Vers 1858, nous avons des gens influents, des hommes politiques, comme Alexander Galt, qui est un père de la Confédération, le juge Brooks, le docteur Worthington, des gens de Sherbrooke s'émeuvent et vont pousser le gouvernement du Canada à établir une loi pour limiter la pêche dans la rivière Magog pendant une partie de l'été pour éviter que les poissons soient pêchés au moment du frai.
Mais ça ne suffit pas. En 1858, ils ont l'idée de créer une station piscicole à Sherbrooke. Pour toutes sortes de motifs, ça ne marche pas. Nous sommes en pleine crise qui va amener la Confédération et il va falloir attendre les années 1880 pour que le projet reprenne forme. En 1880, on va construire à Magog une station de pisciculture. Le gouvernement fédéral va financer la chose et ça permettait à ce moment-là d'aller chercher des œufs de truites et de poissons blancs en Ontario et en même temps de les développer ici dans la région, des petits alevins qui allaient devenir de petites truites et puis qu'après ça, on larguait dans la rivière, dans les lacs, dans les cantons de l'Est, mais aussi dans d'autres régions. Et cette station a continué à fonctionner jusqu'en 1943, jusqu'au moment où le gouvernement provincial en a créé une autre près de Coaticook, au lac Liston. Voilà, nous sommes sur la piste cyclable qui est sur la rive droite de la rivière Magog. Nous sommes à peu près à mi-chemin entre le pont sur la rivière, qui est le pont de la rue Murray, et l'ancienne Dominion Textile. Et nous sommes sur une espèce de remblai, de digue, qui a permis en 1880 de changer le cours de la rivière, de rétrécir sa largeur pour avoir un barrage moins large et avoir plus d'eau pour faire tourner les moulins de l'usine de coton. En arrière de nous, se trouvent effectivement les ruines de ce qui était la station de pisciculture. Cette station de pisciculture, comme on le voit sur d'anciennes photos, se trouvait antérieurement à l'apparition de l'usine de coton et elle a été construite dans les années 1880. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, ce sont des fondations, des éléments qui servaient à soutenir le bâtiment qui servait à la fois au développement des poissons, mais aussi à la résidence du surintendant. La création de la station de pisciculture de Magog est, je dirais, un premier élément d'une prise de conscience que les ressources naturelles sont en danger. Elles sont en danger parce que l'homme, dans les villes, avec l'industrie, va nuire à cette ressource. Même les pêcheurs américains qui venaient dans la région pour pêcher, dans les années 1880, ils ne viennent plus, ils partent dans les Laurentides. Donc, il y a une prise de conscience. Et c'est important parce que dans les années qui vont suivre, dans des villes comme Sherbrooke ou Magog même, on va prendre conscience de l'importance des espaces verts, de laisser autour des villes des lieux de nature. Et c'est comme ça, par exemple, à Sherbrooke, qu'on va créer le parc Victoria, ou à Magog, la Pointe-Mairie, qui sont une volonté de créer des espaces verts et de détente pour la population des villes industrielles. La station de pisciculture de Magog, c'est une première au Québec et ça montre, je dirais, l'intérêt des gens de la région pour protéger la ressource. Et nous sommes dans les années 1880. Nous sommes au point de départ d'une prise de conscience de sauvegarde de la nature qui débouchera un jour sur la création de parcs comme le parc du Morford. La région des cantons de l'Est est connue comme étant la plus anciennement peuplée au Québec, puisqu'on a trouvé au lac aux Araignées, près de lac Mégantic, des traces d'une occupation amérindienne qui remonte à 10 000 années avant aujourd'hui, c'est-à-dire quelques siècles après le recul des glaciers. C'est donc dire que les cantons de l'Est ont toujours connu une occupation amérindienne, même si les fouilles archéologiques ont été souvent le fruit du hasard. C'est ainsi que nous sommes à Magog, à hauteur de la Pointe-Mairie. Et nous savons qu'en 1908, quand la ville de Magog, sous l'influence du docteur Bowen, décide d'aménager la Pointe-Mairie en un parc pour la population, on fait des fouilles et on trouve par hasard des tombes amérindiennes. Le matériel en a été dispersé, on en a conservé pendant un certain temps au séminaire de Sherbrooke. Peu importe, ceci nous montre que nous sommes dans un endroit qui est connu des Amérindiens depuis longtemps. Évidemment, car il faisait partie d'une des grandes routes de voyage des Amérindiens, celle qui, du Saint-Laurent, par le Saint-François, la rivière Magog, le lac Memphremagog, et puis des portages
conduisait les voyageurs soit vers la Connecticut et donc l'Atlantique, soit vers la rivière Missisquoi et le lac Champlain. Moi, ce que j'ai connu de la fréquentation des peuplades amérindiennes, c'était que les Abénaquis occupaient ce territoire. On sait qu'ils étaient parfois en campement là, saisonnier sur la pointe nord du lac Memphremagog. Et pour venir chercher leur nourriture, venir pêcher dans les petites rivières et venir cueillir les fruits, ils ont probablement pris la rivière pour monter jusqu'ici. Ça serait pas surprenant. Native people, they were basically the Aboriginals. And they were probably among the more initiative. Their initiative was to have permanency in settlements and one thing and another. In fact, we know that at one time there was an area called Wrights Beach, and they've renamed it. It's changed a lot. But at one time, the Aboriginals who lived in that area, they even planted corn every year. And they had a predominant stand of corn because they would raise their corn in the summertime and then they would move on to hunt. They would come back to that area. Les récoltes. C'est un midi du mois où va naître l'automne. Ça, c'est un très, très beau vers. J'aurais aimé écrire ça. C'est un midi du mois où va naître l'automne. Septembre. Le soleil indistinct garde encore sa chaleur verticale et son visage dort. Mais déjà, la fraîcheur des ombrages détonne. Les blés dorment au champ du sommeil monotone qu'ont les maturités paisibles et la mort. Mais parfois, une brise y fait de bord en bord rouler un ondoiement de golfe qui moutonne. Rouler un ondoiement de golfe qui moutonne. L'heure à l'envoûtement de parfums endormeurs. La langueur des échos prolonge les rumeurs que soulève la vie humaine des vallées. On dirait qu'une brume invisible emplit l'air, quand, venu des lointains qui bordent des allées, l'aigre crépitement des lieuses éclaire. Tu sais, t'entends le crépitement des lieuses du foin, là. C'est évident quand on est à Magog et qu'on regarde le mont Offord, c'est une montagne qui domine le paysage. Et quand on vient de Montréal, de nos jours par l'autoroute, on voit aussi le mont Offord se profiler très longtemps à l'avance. Le mont Offord repose sur les vestiges d'un volcan qui a avorté et il y a plusieurs de ces cas-là en région. On voit des sommets qui se dressent d'une façon conique. C'est différent des crêtes allongées parallèles qu'on voit dans l'ensemble du paysage et qui, elles, résultent de la collision entre les deux continents. Donc, il y a deux mécaniques qui sont responsables. Une masse de lave qui s'est infiltrée dans des intrusions dans la roche pour former les cônes et le plissement qui s'est produit lorsque les deux continents se sont télescopés. Et c'est ce qui a fait, au fil des millions d'années qu'on a vu passer, que la morphologie du relief de l'Estrie a une configuration particulière. Donc, c'est la collision entre les plaques continentales qui a fait l'assise de base. Par la suite, il y a environ 65 000 ans, la quatrième glaciation a commencé. Il y avait ici, où on se trouve actuellement, entre 3 et 5 kilomètres d'épaisseur de glace qui glissait sur le paysage. Alors, vous imaginez qu'avec une pression qui équivaut à environ 100 000 tonnes par mètre carré, un glacier qui glisse sur la roche fait beaucoup d'usure. Alors, quand vous voyez des collines arrondies, des vallées en forme de U, ça, c'est le travail du glacier. Donc, ça a libéré beaucoup de sable, beaucoup de petites roches friables qui sont venues se déposer dans le fond des vallées et qui a changé, disons, la dernière petite patine sur le relief de la région. En général, le relief du mont Offord, c'est une série de petites collines entrecoupées de vallées escarpées où on retrouve des petites rivières
et quelques lacs. À l'alternance des collines et des sommets en cône dont on parlait tantôt, il y a aussi des vallées assez étendues qu'on voit en périphérie du parc du Mont Offord. Et ces vallées-là sont généralement des sédiments glaciaux lacustres, c'est-à-dire les lacs qui ont été formés suite à la fonte du glacier ont transporté beaucoup de sédiments, beaucoup de matière organique, et c'est ce qui a constitué les sols qui sont aujourd'hui très propices à l'agriculture. Et on peut voir à différents endroits du haut de la colline, on voit les fermes très bien réparties, là, comme une petite mosaïque de fermes là, sur le bas de la vallée. Alors, ça nous donne un autre indice là, d'un des grands agents de formation du paysage qui était la glaciation. Le Mont Offord a une altitude de 853 mètres. La base est à 350 mètres environ. Alors, la végétation est répartie en fonction des conditions écologiques qu'on trouve en altitude. Plus c'est bas, plus c'est doux, plus c'est typique des forêts du sud, et plus on monte vers le sommet, plus on s'en va vers la forêt boréale. D'ailleurs, vous avez vu en montant, les feuillus sont en bas, les conifères sont en haut. Le domaine du Mont Offord, c'est l'érablière à tilleul, qui est un feuillu des forêts tempérées. Donc, on a ces types de forêts-là ici. C'est de voir si on descend vers le bas de la montagne. Une érablière typique, c'est une forêt à 4 étages. Il y a la strate au ras du sol, les mousses et les lichens, qu'on appelle la strate mucinale. Ensuite, on a les plantes herbacées, les petites plantes qui fleurissent au printemps. On a la strate arbustive et ensuite la strate arborescente. Ça, c'est la composition, si vous voulez, de l'image d'une forêt typique d'érablière. C'est donc une montagne repère, comme Owl's Head, un peu plus bas sur le lac Memphremagog. Ce sont des montagnes repères d'abord pour les Amérindiens, qui peuvent ainsi mesurer les distances à parcourir sur le lac. Et pour les premiers colons, ça va être des montagnes également mythiques, car ce paysage de montagnes et de lacs se trouve en même temps dans une région qu'ils sont en train de coloniser. Nous sommes très loin du cœur de la Gaspésie ou des Hautes-Laurentides. Nous sommes dans un endroit qui est colonisé, mais en même temps où il y a de belles montagnes. Alors évidemment, l'homme est ainsi fait. Il voit de hautes montagnes et il veut monter dessus. Alors, dès les années 1820, nous savons que Owl's Head a déjà été conquis par l'arpenteur Bouchette. Et il faut attendre 1837 pour qu'un arpenteur de l'armée britannique, Fred Weiss, monte jusqu'au mont Offord. Il découvre de là un paysage superbe et il avait des baromètres, disons, peut-être pas très précis, et il a tenté de calculer l'altitude du mont Offord. Et il en a conclu que le mont Offord était la plus haute montagne de l'Est du Canada. C'était un pieux mensonge. En fait, nous savons fort bien que les montagnes de la Gaspésie ou même le mont Mégantic sont plus hautes que le mont Offord. Mais jusqu'en 1914, jusqu'au moment où l'armée canadienne a refait la triangulation pour établir les premières cartes militaires, le mont Offord était considéré comme la plus haute montagne de l'Est du Canada. Donc, on venait la voir par des graveurs, par des peintres. Krieghoff, Hunter, le peintre de Stansted, William Henry Bartlett, qui avait été gravé sur des gravures, les pyramides, les Alpes, vient ici dans les cantons de l'Est, et tous, ils accentuent l'altitude, l'impression de hauteur du mont Offord, qui en tire évidemment une gloire magnifique. C'est maintenant la montagne qu'on veut voir. Tout le monde ne grimpe pas sur l'Offord, mais tout le monde vient voir l'Offord, surtout dans les bateaux. Ces bateaux qui, à partir de 1850, vont faire la traversée du lac de façon régulière. Ce sont des bateaux un peu comme des trains, des bateaux à vapeur, avec des arrêts. Il y a des quais un peu partout. Le bateau part de Newport au Vermont et vient jusqu'à Magog. Et en plein été, dans les dimanches d'été, on a des centaines et des centaines de touristes américains et canadiens qui viennent voir les merveilles du lac dans l'Offord. Alors, Joseph Bouchette était sûrement le premier qui a eu le goût de faire des esquisses sur le paysage de la région parce qu'il était arpenteur et il avait participé au premier arpentage de la région. Il connaissait donc bien la région. Mais en fait, l'impact de la British American Land Company a été celui d'une compagnie britannique qui voulait amener des colons irlandais, anglais et écossais dans la région de Sherbrooke.
Et pour cela, ils devaient évidemment améliorer les moyens de communication. Alors c'est eux qui ont, d'une certaine façon, créé le premier réseau routier de la région. Et entre autres, ils ont créé une route depuis le fleuve Saint-Laurent, au sud de Trois-Rivières, près de Nicolette, jusqu'à Sherbrooke, avec un service de diligence. Et après ça, une route qui allait vers Montréal, en passant non loin de Magog et du Morford. Et donc, ce réseau routier va amener non seulement des colons, mais va aussi amener je dirais, non pas les touristes, mais ceux qui vont attirer les touristes, les dessinateurs, les graveurs et les peintres. Il faut savoir que dans l'histoire du tourisme en Occident, il y a tout d'abord, je dirais, les pionniers, ceux qui les premiers découvrent une région merveilleuse, en font des dessins, des esquisses. Et nous avons là Bartlett. Bartlett prend la diligence, il arrive à Sherbrooke, il va un peu plus loin à Magog, il découvre ce lac Memphremagog et il commence à en faire des esquisses. Quand il va rentrer à Londres, il va faire graver ces esquisses et ça va être diffusé dans le public britannique et bientôt américain. Donc, des tas de gens qui ne savent même pas que le Québec ou le Canada existent vont tout à coup avoir des gravures du mont Orford, du mont Horsehead, du lac Memphremagog. Et je dirais, à partir de ce moment-là, il y a comme un engouement. D'autres artistes vont venir de l'étranger, mais aussi de la région, comme John Fraser, comme Alan Edson. Alors ces artistes-là vont tous être séduits. La vue que nous avons en arrière de nous, c'est la vue par excellence que les peintres vont choisir pour le mont Orford. C'est la vue qu'on a quand le soleil, soit le matin, soit le midi, soit même à l'approche du couchant, va éclairer les pentes de façon différente. Et donc, on a déjà parlé du mythe du mont Orford, qui est un peu à l'origine du parc du mont Orford. Mais ce mythe va être entretenu par les peintres. Et il y a donc, si vous voulez, une première image du mont Orford, qui n'est pas une image photographique, mais qui est une image picturale, et qui va séduire l'imaginaire pendant longtemps. Le livre que voici n'est l'œuvre d'un artiste. C'est tout au plus un humble ouvrage d'artisan, à qui mieux eût valu de rester paysan, comme le furent tous ceux-là par qui j'existe. Le rythme de ces vers est si lourd qu'il m'attriste, et j'ai su le frisson du doute en les faisant. Tels quels, pourtant, je vous les offre en m'excusant que si peu de la force ancestrale y subsiste. N'importe, j'eus l'espoir d'en vaincre les miens, de laisser en mourant moi-même quelques biens et l'honneur de garder vaillante leur lignée. Trop faible pour ouvrir comme eux un sol nouveau, j'ai mis leur conscience et leur âme acharnée à modeler le rêve obscur de mon cerveau. La rivière aux Cerises, où nous nous trouvons présentement, c'est l'élément naturel qui permet d'aller du mont Orford vers le lac Memphremagog. Et tout naturellement, à l'époque où les compagnies forestières avaient mis le grappin sur la montagne, au printemps, en période de grandes eaux, ici, il y avait des troncs qui descendaient par flottaison ou à la drave pour rejoindre le lac Memphremagog. Il y avait en effet des scieries à Magog et surtout des scieries à Newport, au Vermont. Alors il y avait des bateaux, des remorqueurs à vapeur qui tiraient d'immenses trains de bois depuis l'embouchure de la rivière aux Cerises jusqu'à Newport. Et lorsque l'activité forestière s'est arrêtée dans les années 30, tout naturellement, la rivière aux Cerises et les chemins qu'on pouvait tracer sur ses rives sont devenus la porte d'entrée numéro 1 pour ce qui allait devenir le parc du mont Orford. And lumber, at that time, was what is ample and plentiful and cheap. Well, it isn't always sustainable as an income, but then these people that have that sustainable income off lumber were cutting timber on Mount Orford and that vicinity. And at that time, the predominant growth of timber was softwood. We know that softwood floats, hardwood sinks. And in the
late 1700s, or I'd say 1800s, up to middle 18th, there was a great surge of building in the United States, especially in Boston, New York, and there was a demand for lumber. There's one particular contract I have in mind. It was a company with the name of Prouty and Miller. We know that Prouty and Miller still have an operation in Newport, Vermont. And they also got land grants up here, not land properly, but permission or from the regime to cut timber on Mount Orford. And the local farmers needing an income and a means to sustain their welfare and their families and all would contract to Prouty Miller to cut lumber on Mount Orford. Now I mentioned Prouty and Miller, there were several companies, but the one that comes best to mind is Prouty and Miller. And that lumber, soft lumber, was being cut, and some of it floated down the Cherry River. A lot of people today can't perceive that the Cherry River is a little stream, but at one time, dammed up, it was enough to float large logs from the pond at the park down to Lake Magog, Memphremagog Lake. Now that was done through several steps. The first step was, of course, that they had a dam at what we now call Cherry River Pond, and it was floated down to Cherry River, then named Tubbville, because Buzzles, being very imaginative and effective designers, they were the people who provided the greatest incentives, because they were, the Buzzell family were the initiators of business and industry. They built several factories here. One of them that I'm mentioning, they used to float these logs down into the village. And they had two factories here. One, they used to saw lumber for boards and all to build houses and like. And they even had one plant that manufactured beams, large beams to make barns. And then across the road from the factory, they had another plant in which they manufactured tubs. In those times, these pails were used to cart various necessities. One of them, they used to make a lot of butter and put the butters in the pails. And even today, some people are familiar with the term Tubbville because that's reference to Cherry River as we know it today. So Orford at that time, being a lot of high-rise lands with timber, the only thing that had of value was the timber. So they were cutting and floating it off. And the farmers in that area, mind you, I say farmers because the majority of people who didn't work for Buzzell and his mills worked on the farms. I feel one of the sad things is that today, with all of the development and the things that are happening at Mount Orford, and it's understandable that the people now who are coming in to take over, they're giving new names to all of these places, but it's rather sad because they are eroding history. There's a lot of names that used to be standing names up here, like I'm simply using example the name Buzzell. Mind you, all families have highs and lows, and I don't care what family it is. There's some who are going to fall off the bridge and make a bad name for themselves, and others are going to achieve. But there are many things here that we don't give credit to are the pioneers and things that happened. Now, we take example Cherry River Pond. Now, Cherry River Pond, I was up there not too long ago to take a picture of a new dam that they're building. Now, to a lot of people, they've renamed it, and it has, to the locals today and people coming there, Cherry River Pond has absolutely no significance. But historically, it's very, very important because it was one time the beginning of the feeder location for the logs that were being floated down to the Memphremagog Lake. Il faut dire que les cantons de l'Est ont été, avec la région de Charlevoix, les deux
dirais, les deux thèmes préférés des paysagistes canadiens. Et donc, il y a eu au départ des peintres venus de l'étranger, d'Angleterre principalement. Mais bientôt, dans la région elle-même, il y a des peintres qui se sont trouvés inspirés par le paysage de cette région. Et il faut donc savoir que dans les musées de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, on trouve aujourd'hui des tableaux qui ont été peints par ces peintres, mais qui étaient nés dans la région. Et qui même une fois installés à Montréal ou à Toronto, les villes industrielles, commerciales et actives, revenaient passer leur été dans la région et là se livraient à leur passe-temps favori. C'est ce qui explique que la région du Mont Orford et du lac Memphremagog est particulièrement bien représentée dans l'encyclopédie picturale de la région. Alors que d'autres montagnes aussi belles, comme le mont Mégantic ou les montagnes de Gaspésie, n'ont pas eu cette chance. Alors évidemment, il y a tout d'abord un grand monsieur de la ville de Stansted qui s'appelle William Hunter et qui a fait des dizaines de gravures dont la plupart ont été transformées en gravures coloriées. Et ça s'appelle, son recueil s'appelle Eastern Township Scenery. C'est donc le paysage des cantons de l'Est. Alors je dirais la table est mise et beaucoup d'autres artistes comme John Fraser, plus tard Simpson Coburn, même Jean-Paul Lemieux ou Alan Edson, ce sont des gens qui vivent à Montréal ou à Toronto, mais qui sont natifs des cantons de l'Est. Et alors ils reviennent passer l'été dans leur famille et ils reprennent leur activité favorite. Et c'est ce qui explique que nous avons ainsi de nombreux peintres qui ont laissé des tableaux dans les musées d'Ottawa, de Toronto et de Montréal. Edson, Coburn, Jean-Paul Lemieux, que dire? On peut dire que le Mont Orford est un des premiers parcs provinciaux. C'est le gouvernement fédéral qui avait l'expérience des parcs, surtout dans l'Ouest canadien. Au Québec, il y avait le parc du Mont-Tremblant, qu'on appelait à l'époque de la Montagne Tremblante, qui a été créé en 1892, à un moment effectivement où la colonisation dans les Laurentides donnait l'impression que certains territoires des Hautes-Laurentides étaient menacés. On sait que dans le parc de la Gaspésie, l'exploitation minière était autorisée et cette exploitation a continué jusque dans les années 70 en lien avec ce qui se faisait à Murdochville et avec l'industrie minière du cuivre. C'est donc dire que le Québec n'a pas eu vraiment de politique claire avant les années 70. Dans les années 70 a commencé à se définir une loi sur les parcs. De nombreux parcs ont été créés. Et le dilemme a toujours été parc de conservation, parc de récréation. Et le choix s'est fait un peu, les parcs près des villes sont des parcs de récréation, je pense par exemple au parc d'Oka ou au Mont-Saint-Bruno, tandis que les parcs qui sont beaucoup plus éloignés des grands centres sont plutôt des parcs de conservation. Orford, c'est les deux. Et on peut dire qu'il y a toujours eu une tension entre la vision, je dirais, récréative et la vision de conservation. Et actuellement, c'est un parc dont certaines zones sont protégées, interdites d'accès, mais d'autres, nous le savons, ont un golf, des remontées mécaniques ou même des activités beaucoup plus nobles comme la culture ou le camping. C'est un parc qui a été créé, bien sûr, pour soustraire des terrains à la spéculation et à l'entreprise privée. Ça, vouloir construire des chalets, vouloir construire des condos, vouloir construire toutes sortes d'immeubles dans le parc du Mont Orford, c'est ce que Bowen voulait éviter. Il voulait éviter ce fractionnement d'un terrain aux mains de milliers de petits propriétaires. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs dans les cantons de l'Est ou dans d'autres régions du Québec pour se rendre compte qu'autour des lacs ou dans les endroits qui sont pittoresques, tout de suite, la spéculation fait en sorte que les terrains s'achètent et se vendent au plus offrant. Ici, on a voulu conserver une zone protégée, mais en même temps, le parc est trop petit pour constituer une réserve naturelle. C'est un parc avant tout de récréation. Donc, les deux vocations subsistent et depuis, je dirais, 30 ans,
bien des gouvernements se sont attaqués à cette apparente contradiction. Mais les deux vocations ne sont-elles pas compatibles? L'histoire du parc du Mont Orford montre que c'est très possible. With this, I cannot trust the government. I don't know what we can do, what kind of regulations and laws we can proceed with within the government. That when we do things, expropriations for land, reserve land for the future for our young people, I think all citizens like myself and others, when we are expropriated, will understand that there's a future. You know, we have to look at the future and preserving it for the future, so they can have animals, so they can have the same passion we did have to play on our land. I really believe that some kind of restrictions and laws should be put in. That is untouchable. So I don't trust the government now, not until I see something better. I hope I can die. I will die before 30 years. Stop skiing for 30 years. But I hope we can see Orford develop to the extent that it will be sportive, only buildings or activities put there that are sportive. It can be done, and it should be done. I don't see Orford making big profits, but I see it for the economy and for the region, that it stay there, and I hope that I can dream that will happen. It should be able to operate. It was operated for years, without this kind of good machinery and snowmaking. There's no reason why it cannot be fixed and operated, now for the future. And it should remain there, for sure. À l'ombre de l'Orford vivait le poète, celui qui espérait une poésie indigène, une communion mystique avec la nature. Dans la poitrine du poète de notre continent bat aussi un cœur amérindien. C'est aussi ça, le vieil Indien. Un duel entre le passé et l'avenir. La patrie de Bowen, Giroux et Desrochers. C'est l'Amérique entière. Orford, m'entends-tu? Un legs pour les 7 prochaines générations, où récréation et conservation peuvent cohabiter, mais où la spéculation doit cesser. C'est l'Amérique entière. Orford, m'entends-tu? Mais les mots indistincts que profère ma voix sont encore un rosier, une source, un branchage, un chêne, un rossignol parmi le clair feuillage. Et comme au temps de mon aïeul, coureur des bois, ma joie ou ma douleur chante le paysage. Les terres défrichées par les Catchpa, Buzzell, Cook, Kisteman, Rodier, La Liberté, Langlois, McCarvey, l'Espérance, Powers, Whittier. C'est l'Amérique entière. Orford, m'entends-tu?